Merci D'accord, en tout merci. cas de te connecter pour cette session aujourd'hui que nous espérons très riche parce que pour une fois, nous allons sortir des laboratoires publics et discuter un peu avec nos collègues du privé pour voir aussi quels sont voilà, les cas auxquels ils peuvent être confrontés pour que tous ensemble, on puisse en discuter et nous enrichir. Nous avons Wopaba depuis la Guinée qui est connecté. Bonjour Wopa, Bonjour professeur, comment allez-vous? ça va et Vous vous-même? allez bien? Alhamdulillah. Ah oui, pas depuis Conakry, je suis toujours avec mon confrère Ousmane, je ne sais pas s'il est connecté encore, on n'est pas si loin. Oui. Et vraiment, je suis très heureux de cette thématique de ce soir-là, de cet après-midi, puisque on allait éventuellement parler de comment utiliser les résultats ici des automates. Parce que là, les automates ou leurs trucs ne figurent pas dans l'algorithme national de dépistage. Vous avez vu? Donc, c'est vraiment, c'est des questions pertinentes. On aura une bonne session cet après-midi. Je vous remercie. Merci beaucoup Wopa. On attend les cas de la Guinée, hein, toujours. Vous êtes nos plus proches voisins. J'ai pas de Mauritaniens, bon, j'ai des Maliens. euh, Mais il faut que la Guinée présente un cas, que le Mali présente un cas, hein, que toute la sous-région. On est là pour partager, pour échanger, pour voilà, nous enrichir mutuellement. Parce que vous pouvez avoir des choses que moi, j'ai pas rencontrées ici ou que je rencontre sans savoir comment le gérer. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on va tous ensemble nous enrichir. Donc, D'accord, professeur. Je pense que je oui. vais même me concerter avec Ousmane pour voir si on peut avoir un ou deux cas d'ici la fin de cette session au compte de la Guinée. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Voilà, merci, merci Wopa, merci beaucoup. Ok. Saïdou, j'ai l'impression que tu veux me dire que tu as un cas pour la semaine prochaine, c'est ça? Saïdou, ton micro est ouvert. Non, il dit pas ça. OK. Alors, aujourd'hui, nous avons euh, une pharmacienne biologiste, docteur Cheryl Yousseni. Docteur Cheryl, je vais vous demander d'ouvrir votre caméra, de vous présenter à nos collègues de la communauté en attendant qu'on lance la session. Bonjour tout le monde, bonjour professeur. Alors, je suis pharmacienne biologiste, docteur Chérine Husseini, directrice du laboratoire Oud Rouge à Dakar depuis 6 ou 7 ans, je saurais vous dire. Et voilà. Merci, Et c'est merci. une première pour moi. Oui, mais merci d'avoir accepté de, voilà, ça, c'est allé très vite, hein. On a discuté du cas. Je vous ai dit, est-ce que vous voulez le présenter? Vous avez dit pourquoi pas et on a commencé à travailler dessus. Donc vraiment, merci pour votre disponibilité, Merci à vous. pour l'esprit critique, voilà, d'avoir accepté. Je sais que dans le privé, on est très pris. Time is money. Nous, dans le public, on a notre temps. Voilà. Je sais que c'est pas la même chose pour vous, mais en tout cas, merci d'avoir accepté, voilà, de venir participer à cette plateforme d'échange. J'espère que d'autres collègues du privé vont se joindre à nous pour qu'on puisse discuter. Donc, Merci à vous, c'est voilà, sûr. merci. On va dire bonjour à Abala Traoré. Bonjour Abala, je ne sais pas si vous nous entendez. Votre micro est fermé. Ebala Traoré, Matiba, On a pas vraiment- Fatou Sadio Diop, Oumar Souaré, il bouge beaucoup. Je pense qu'il va être en train de manipuler. Bonjour Oumar, votre micro est fermé. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Il essaie d'ouvrir son micro. OK. Bon, il est déjà 13h06. Il nous reste encore 4 minutes. Ousmane Kal, à Echo, on commence à l'heure, on finit à l'heure. On a dit c'est de Alors, 13h. bonsoir. Ah, ben voilà. Soirée a réussi à ouvrir son micro. Bonjour, Oumar. Vous m'entendez? Allô? Oui, nous, on vous entend. Est-ce que vous nous entendez?
Omar Soare, est-ce que vous nous entendez? Nous vous Je pense qu'il entendons. a un léger problème de connexion. Oui, oui, c'est pas grave. Par contre, on a un autre Omar à côté. Bonjour, Omar Kairé, laboratoire Bio 24. Votre micro est fermé. Ah oui. Ça, c'est mon patron, ça. Bonjour, bonjour Alimato. Bonjour, Alors, bonjour. tu es le professeur. Oui, mais, Ça va, oui, ravi mais d'être là encore. merci beaucoup, merci d'être là. Vous savez, on est professeur aujourd'hui, mais à un moment donné, on a été des apprenants et c'est vous qui, le premier, euh, m'avez initié au diagnostic de la tuberculose, m'a appris à faire une lecture de l'âme de Barre, m'a appris à faire des milieux de Lowenstein-Jensen. Et ça, je ne peux pas l'oublier. J'ai beaucoup appris, tout est parti de là. Donc, merci beaucoup, Kairi, d'être avec nous. Voilà, Merci. ravi d'avoir rempli notre rôle alors. Allez. Merci. Alors, je vois aussi qu'il y a Yacine Diop qui est connecté, Hadim Dramé, Boukari. On a beaucoup de... Je ne sais pas s'il y a des gens du privé, à part Bio24 et le laboratoire Oud Rouge, qui sont connectés. Euh, je ne sais pas. Coucou, bienvenue, bonjour. Je sais que la plupart de nos laboratoires utilisent les tests rapides. Il y a quelques labos qui ont la machine architecte, le mini Vidas. Aujourd'hui, nous allons adresser cette problématique de tests de diagnostic réalisés avec des automates. Et nous avons choisi le laboratoire Oud Rouge pour véritablement partager sur cette thématique. Alors, sans plus tarder, on va demander à Janké de nous partager le housekeeping, l'agenda. Pour ça, c'est Naboulo connecté. Elle nous dit bonjour. Bonjour, professeur Seynabou de Saint-Louis, de l'Université Gaston Berger. Professeur Seynabou, Bonjour, professeur. Bonjour, professeur Alima. Bonjour à toutes nos collègues. Et merci beaucoup d'être là. Je vois aussi qu'il y a Babacar Ndiaye qui nous suit, qui est là, qui est présent. Merci beaucoup, Babacar. Merci à tous les membres de cette riche communauté d'être là. Est-ce que vous voyez notre écran? Khadim Dramé, technicien supérieur Oui, à professeur. l'Institut de Dakar. Merci, Khadim, d'être là. Merci d'être avec nous. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler de l'apport des automates dans le diagnostic précoce de l'infection à VIH. Et nous avons choisi Dr Sherin Husseini, qui est pharmacienne biologiste, directrice du laboratoire Oud Rouge, qui va donc nous présenter ce cas. Comme expert, nous avons Dr Ousseynou Ndiaye, que vous connaissez déjà, qui est un docteur en virologie, qui est responsable du laboratoire du Centre de recherche clinique et de formation, CRCF de FAN, et qui a une expérience de plus de 15 ans maintenant dans le domaine du VIH. Diapositive. Voilà, donc docteur Chérine Husseini, on va la laisser tout à l'heure se représenter quand elle va prendre la parole et nous dire c'est quoi le laboratoire Oud Rouge, depuis quand ça existe et quels sont les paramètres qui sont faits là-bas. Diapositive. Voilà, donc après les quelques salam alek, hein, on va passer à la présentation du cas par Dr Chérine. Ensuite, nous allons demander aux membres de la communauté s'ils ont des questions de clarification, s'ils, voilà, des choses qu'ils aimeraient pouvoir éclaircir. Et donc, Dr Chérine va y répondre. Et par la suite, on va demander aux membres de la communauté, voilà, quelles sont les recommandations qu'ils peuvent faire par rapport à ce cas. Et l'expert, Dr Ousseynou, va nous faire la synthèse de ces recommandations avant qu'on ne passe à la présentation didactique. Et puis, nous allons également échanger sur cette présentation avant donc de clôturer cette session. Diapo. Alors,
Pour ceux qui ne connaissent pas bien première fois qu'ils se connectent, les règles, c'est que vous devez fermer votre micro lorsque vous ne parlez pas. Autant que possible, gardez votre vidéo allumée tout au long de la session. Euh, Lorsque vous prenez la parole, merci de vous présenter, de dire votre nom, le nom de votre organisation, votre lieu de travail. On va tous essayer, c'est le gros challenge d'avoir un débit Internet suffisant. Et si vous voulez vraiment poser une question, vous avez juste à lever la main, soit de façon physique ou alors vous utilisez les fonctions de lever de main de Zoom. Diapo. Alors, si jamais vous avez un problème technique, n'hésitez pas de contacter le support via le chat ou via WhatsApp. Nous vous informons également que cette session, elle est enregistrée et donc en y participant, vous acceptez d'être enregistré. Merci pour cela. Diapo. Voilà, donc il est possible d'obtenir un certificat de participation, mais pour cela, vous devez être connecté via e-ECO, c'est-à-dire la plateforme en ligne. Et le certificat, on le délivre après avoir participé à au moins 50% des sessions. Alors, il est possible que les données soient utilisées pour faire des présentations, pour valoriser un peu ce que nous faisons à travers ECHO, mais les données sont utilisées de façon complètement anonyme. Diapositive. Voilà, pour finir, voilà notre QR code, le lien pour accéder ou rejoindre le groupe WhatsApp. Nous vous invitons à le partager autour de vous pour pouvoir donc être au courant des activités que nous organisons. Là, je vous remercie de votre attention et nous allons maintenant donner la parole à Dr. Chérine qui va d'abord nous dire, nous présenter son laboratoire avant de présenter le cas. Dr. Chérine, vous avez la parole. Merci, professeur. Bon, alors, je suis docteur Chérine Husseini, comme je le disais, directrice pharmacienne biologiste, directrice du laboratoire Aude Rouge. J'ai fait mon parcours au Sénégal, donc pharmacie aussi bien que biologie. Et alors, le laboratoire Aude Rouge existe depuis 1978 et il avait été fondé par le docteur Faisal Aude Rouge. Il était situé à la rue Paulol. Il y a à peu près 7 ans, donc en septembre 2019, j'ai récupéré le laboratoire de Dr Faisal Odrouche qui m'a accompagné, paix à son âme, et on l'a délocalisé au 1 avenue Hassan II, donc l'avenue Albert Sarraut. On est un laboratoire donc d'analyse médicale privée. On effectue toutes les analyses de manière générale. On est un laboratoire polyvalent, donc aussi bien la biochimie que la bactério, la viro, enfin viro pas trop, quelques virus, voilà, de façon succincte. Donc bactério, viro, biochimie, hémato, sérologie, hormonologie, et on a démarré la PCR il y a quelques mois. Voilà, notamment la charge virale B et le HPV, voilà, de mémoire. Euh, on est 5 biologistes au total. C'est ça, 5. J'ai docteur Étienne à côté de moi parce que je panique. On est 5 biologistes au total. Et voilà, là, on a eu un cas particulier sur le HIV où en interne, on n'a pas eu nos réponses et on a fait appel à vous suite aux recommandations du docteur Edgar de Bio24 qui nous a aidé également sur ce cas. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Docteur Cheryl, maintenant nous allons partager. Bianca, est-ce que tu peux partager la présentation? Comme ça, Docteur Cheryl va nous dire de quoi il s'agit et qu'est-ce qui a été fait, voilà, et où est-ce qu'on en est et quelles sont les questions qu'on se pose encore. Hein? Voilà. Très intéressant. Diaporama, reviens en arrière. Voilà, Docteur Cheryl, vous avez la parole. Voilà, donc on a mis en lumière l'apport des automates dans le diagnostic précoce de l'infection HIV, cas des laboratoires privés au Sénégal. On peut passer, voilà. Il s'agissait plutôt de l'étape analytique, légèrement post-ANA parce que ça a retardé le rendu des résultats, mais on va surtout aborder la problématique analytique dans ce cas de figure-là.
Chapeau. Voilà, donc l'échantillon concerné, il y a eu du sérum et du plasma EDTA et même du sang total EDTA qu'on a dû vous envoyer à vous, professeur, pour la PCR. Le type d'analyse qui avait été demandé initialement par le médecin était une sérologie HIV à la date du 12 juin 2025 par le docteur Yakin et le patient s'était rendu sur place pour effectuer les analyses. Voilà, on a rencontré au cours de ce cas un problème de sensibilité des TDR, notamment des tests discriminants, car le premier test non discriminant était positif, mais le discriminant nous a posé plusieurs problèmes dans différents laboratoires, pas seulement le nôtre. Cela souligne l'importance des méthodes automatisées, justement, notamment l'apport des tests de quatrième génération qu'on a eu à utiliser. Dans ce cas de figure, on a eu le VIDAS PC, et chez Bio24, on avait demandé un contrôle externe qui était l'architecte. Donc là, je vais vous présenter de façon chronologique ce qu'on a eu à faire. Alors, à la date du 12-06, le patient s'est rendu au laboratoire, suite à laquelle nous avons fait le WONDFO, donc le test de dépistage de HIV-TDR de troisième génération, je pense, qui a été réactif, donc positif. On a confirmé sur le VIDAS, qui est un test de quatrième génération, on a eu un seuil à 1,66 pour un seuil de positivité à 0,24. On a ensuite fait le first response qui a donné deux choses. On a fait un premier first response, donc c'est le A, qui nous a donné le HIV1 et 2 positif, légèrement positif, mais positif pour les deux. Donc on s'est posé la question de la spécificité. On a refait le first response, et là, les deux sont sortis négatifs. On a dit, OK, voilà nos ressources en interne, on n'a pas plus. On suppose qu'il est HIV+, mais on va continuer l'expertise. On a donc envoyé chez Bio24, qui nous a fait le Meriscreen en premier lieu et qui nous a dit que c'était non réactif. On lui a demandé donc de passer sur l'automate pour avoir un résultat de quatrième génération, pour confronter les deux, voir si ce n'était pas une réaction croisée, un faux positif éventuellement, bien que normalement il y a une grande spécificité du fait de la P24. Donc là, on a eu Meriscreen non réactif et architecte positif à 30 avec un seuil de positivité à 1. Donc, le patient est revenu 48, on n'a pas rendu de résultat. On a dit au médecin, bien entendu, qu'on était dans un petit flou et qu'on souhaitait refaire un prélèvement 15 jours après pour voir si c'était un début, une primo-infection, un début de séroconversion, etc. Finalement, le patient n'ayant pas de réponse est revenu 48 heures après. On l'a reprélevé, on a refait la même démarche. Donc, le premier TDR WONDFO qui a été réactif, toujours positif. Le VIDAS a donné un résultat toujours positif avec un seuil à 0,80 pour le seuil de positivité à 0,24. Et enfin, le first response non réactif. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? OK, on lui a donc demandé de revenir 15 jours après, soit le 26-06-25. Et là, on a encore eu la même chose. WONDFO réactif, VIDAS réactif, donc positif, et first response non réactif. À chaque fois, c'était le même lot de first response en interne. On a donc envoyé notre cas au professeur Anima, qui a repris du début à la fin toute la batterie de tests. On a eu chez elle un WONDFO réactif, le BioLine, contrairement aux deux autres, donc le nôtre et celui de Bio24, réactif, et le First Response avec un numéro de lot différent du mien, qui était non réactif. Donc le problème persistait malgré le numéro de lot différent. Donc on avait à ce jour trois tests discriminatifs négatifs. Le professeur a confirmé par PCR qualitatif dans un premier lieu avec la recherche de l'ADN proviral, le test MPIMA, qui a rendu un HIV1 positif. Par la suite, ils ont effectué le gène expert avec le test qui est une PCR quantitative, le test expert HIV1-VL, qui a rendu une charge virale très élevée à HIV1 de 2 290 000 copies par millilitre. Et donc là, on a rendu au résultat, bien sûr, on a rendu le résultat aux patients et aux médecins. Et hier, dans un souci de compréhension, à savoir est-ce que c'était un début d'infection ou est-ce que le test discriminatif avait posé problème, on s'est dit pourquoi pas, comme on n'est pas encore 2 semaines après, on s'est dit de le faire de manière à l'envers, de le faire de manière rétrospective. On a retrouvé du sérum datant du 12-06
sur lequel le professeur a effectué les deux tests discriminatifs, le BioLine HIV1 qui a été réactif contre le First Response HIV1-2, pardon, qui a été non réactif. Encore une fois, 2 semaines avant. Donc, on a tenté de comparer les sensibilités, les spécificités du test pour voir est-ce que le BioLine avait en effet beaucoup plus de sensibilité que les autres. En théorie, en tout cas, il présente la même sensibilité que le First Response avec une spécificité supérieure au First Response. Donc, si on se base juste sur le tableau, ben, on choisirait le nôtre. Sauf que là, dans ce cas de figure, c'était pas la meilleure option. Voilà. OK. Donc, les difficultés rencontrées au cours de ce cas clinique ont été la discordance entre les différents TDR qui a remis en cause leur sensibilité. Un même TDR du même fabricant et du même lot, le même jour, a donné deux résultats différents. Donc, sur le premier, HIV1-2 positif, 5 minutes après, HIV1-2 négatif. Donc là, il y a eu la question de la spécificité. Et il y a eu l'impossibilité, la problématique, c'est qu'en interne, on a eu une impossibilité de poser le diagnostic comme on a l'habitude le même jour, avec un rendu de retard, un rendu de résultat avec du retard et une prise en charge retardée du patient avec tout ce que cela implique. Diapo. En sachant que le patient, quelques semaines avant, avait déjà eu à faire des tests HIV rendus négatifs dans d'autres structures. Est-ce que les tests s'avaient effectué de façon trop précoce ou est-ce que les TDR, parce que je pense que c'était dans le domaine du public, est-ce que les TDR qui avaient été effectués ont posé les mêmes problématiques que les nôtres? OK. Donc voilà la question. Primo-infection à HIV, est-ce que les tests avaient été effectués trop précocement ou bien est-ce que c'est les deux tests en question qui avaient été défaillants? Déjà, il faut savoir que le patient, suite au rapport du médecin, avait présenté une clinique évoquant des infections à répétition. Depuis 3 mois, il présentait des poussées de fièvre sans foyer infectieux évident, avec des bilans biologiques montrant un syndrome inflammatoire chronique associé à une hyperleucocytose avec une lymphocytose modérée. Ça avait été fait chez nous, mais jamais en aucun cas ils avaient demandé le test HIV. Ils recherchaient éventuellement un palu, on avait eu la typhoïde en recherche, la dengue, voilà, tout ce qui est infection, bilan de fièvre, avec des NFS-CRP positives à chaque fois. La radiographie, l'imagerie, donc la radiographie thoracique et l'échographie aussi sont revenues normales. Son test HIV antérieur datant de 3 mois avait non documenté, donc je ne sais pas ce qu'il a été utilisé ni où ça a été réalisé, mais on lui avait dit qu'il était HIV négatif. Et il présentait donc le jour, nous on a fait le premier examen le 12, il s'est présenté chez le médecin le 10 avec des polyadénopathies cervicales inflammatoires dans un contexte fébrile. Et c'est suite à ça que le dernier médecin en charge a demandé la recherche de HIV. On propose donc dans ce contexte-là, alors avec le prélèvement d'hier où on a retesté chez le professeur Alima le BioLine versus le First Response, on va dire qu'à 15 jours d'intervalle, notre test discriminatif demeure négatif. Alors qu'en littérature, en tout cas, on demande aux patients de revenir 15 jours après pour avoir justement cette réponse. Ce qu'on nous, on n'a pas. On propose donc de le faire à ce moment-là de façon prospective. Donc on aura un mois d'écart pour évaluer sur un prélèvement éventuellement le 10-07-2025 la différence de résultats entre le BioLine et le First Response pour savoir si on avait fait le test trop précocement ou si en réalité c'est un HIV qui est positif depuis quelques mois, ce qui va conforter la clinique et l'hypothèse biologique qu'on a à ce jour. Ou est-ce que c'est un HIV récemment contracté et que sa clinique était complètement isolée de sa biologie? Voilà, qu'il avait des infections à répétition non dues à une infection par HIV. La deuxième perspective qu'on pourrait avoir, c'est donc, sur le même prélèvement qu'on fera le 10, faire un taux de CD4 afin d'évaluer son statut immunitaire qui va nous orienter s'il est immunodéprimé vraiment, bon, avancé, ou si c'est un début de HIV, ou voilà, c'est tout. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Chérine.
Je pense qu'on pourrait l'applaudir hein, pour cette très belle présentation, très intéressante. Un cas qui tout de suite nous a interpellés, parce que c'est vrai que dans le public, on utilise souvent les TDR. On comprend parce que les tests rapides de diagnostic sont plus accessibles. Ils ne nécessitent pas de matériel particulier. Et donc, dans un souci de rendre ce test vraiment accessible aux populations, l'OMS recommande d'utiliser les TDR. Mais dans les laboratoires privés, ils ont la possibilité, et même dans certains labos de référence, d'utiliser donc les automates. Et aujourd'hui, la plupart de ces automates sont utilisent des tests de quatrième génération. Et donc, docteur Chérine vient de nous présenter un cas où le test de quatrième génération est positif. On a même un test de troisième génération qui est le OneFlow qui est positif. Le BioLine, dans le cas présent, était bien positif, mais le first response n'était pas positif. Donc, dans sa démarche d'utiliser trois tests tels que recommandés par l'OMS, elle a utilisé le OneFlow, le VIDAS et le first response. Elle n'avait pas de réponse. Elle a transféré son échantillon au laboratoire Bio24 qui a retrouvé avec des tests un peu différents, le Meriscreen et l'architecte, le même profil puisque le first response ne marchait pas. Elle nous l'a envoyé au niveau du laboratoire et nous aussi, on a vu que le first response ne marchait pas, même si en utilisant d'autres tests, en particulier le BioLine, également la PCR, on a pu montrer que c'était un HIV-1. Et donc, dans sa curiosité scientifique, voilà, beaucoup d'autres choses ont été faites. Elle est allée, elle a creusé, elle a essayé de comprendre. Et c'est ce qu'elle nous présente aujourd'hui ici, à cette communauté. Docteur Chérine, est-ce que j'ai bien résumé le cas? Très bien. D'accord. Donc, nous allons maintenant demander aux membres de la communauté, est-ce que vous avez des questions sur ce cas que vient de nous présenter Docteur Chérine? Est-ce que il y a, voilà, est-ce que ça vous inspire? Déjà, je ne sais pas s'il y a des laboratoires connectés qui utilisent les tests, les automates. Je pense peut-être l'Institut Pasteur. Je ne sais pas s'il y en a d'autres parmi ceux qui sont connectés. Est-ce qu'il y a des questions qui se posent? Sinon, on va peut-être demander à notre expert, docteur Ousseynou, que j'ai pas eu le temps de présenter. Professeur Seynabou Lo, allez-y. Oui, merci beaucoup, professeur Alema. Merci également à docteur Chérine et à toute l'équipe du laboratoire Oudrouche. J'avoue que c'est un cas qui est très intéressant parce que moi je suis en fait dans une banque de sang et je m'inquiète. Je m'inquiète parce que parfois les tests de Thermine ne sont pas disponibles au niveau des PRA et c'est le test OneFlow qui est utilisé pour les poches de sang. Oh là là. Voilà, donc c'est vraiment c'est ma principale inquiétude. L'autre l'autre remarque que j'ai faite, c'est le vidage. J'ai remarqué que les trois tests, le test du 12, du 14 et du 2 juillet, à chaque fois, il y avait une diminution du titre. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Ça part de 1,66, 0,84 et 0,76, quelque chose comme ça. Donc là également, ça peut expliquer le fait que le test OneFlow soit négatif. Je sais pas. C'est une remarque que j'ai faite. J'ai vu que ça a diminué au fur et à mesure. Donc voilà. Sinon, toutes mes félicitations et mes encouragements. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, professeur Seynabou Lo. Ça, c'est l'œil la perspicacité de la scientifique. Oui, effectivement, on avait remarqué qu'il y avait une petite baisse des titres. Peut-être que docteur Chérine a une hypothèse. On va essayer de voir s'il y a d'autres questions. Alors, euh, oui, alors il y a une question dans la salle. Brava, rapproche-toi. Parce que nous avons voilà, il y a le labo, hein, les collègues. Tu peux enlever le sac. Oui. Voilà. Brava, vas-y. Bonjour à tous, à toute la communauté.
Merci, docteur Chérine, pour la présentation. J'avais une question par rapport au first response qui est revenu négatif. Je voulais demander si on a testé du sang total sur first response. Parce que des études ont montré que la sensibilité sur sang total et la spécificité étaient de 100%, alors que sur du sérum, on peut baisser, la sensibilité peut baisser jusqu'à 80%. Wow. Alors, une autre bonne question. Merci beaucoup, Dr. Brahma. Dr. Brahma Diop. Je vois aussi qu'il y a Wokaba qui a levé la main. Merci, professeur. Merci pour le cas. Mhm. J'aimerais juste demander, est-ce que depuis ça, vous faites vraiment une petite étude de suivi de ces réactifs que vous avez là de first réponse? Parce que c'est un peu délicat, et d'autant plus que vous avez respecté même l'algorithme national. J'ai vu tout à l'heure, et vous avez indiqué les numéros de l'eau, malgré que c'est privé, parce que moi, je travaille dans le privé, je sais un peu qu'est-ce que cela coûte, quoi, en termes de ce. Mais est-ce que depuis ça, vous avez à peu près des échantillons négatifs, des échantillons positifs, vous les repassez pour voir effectivement. Est-ce que c'est le premier cas que vous avez eu dans votre laboratoire dans ce cas de figure? Je vous remercie. Merci beaucoup, Wokpa. Chérine, on a déjà trois questions. On va essayer d'y répondre. La première, OK. c'est le professeur Seynaboulo par rapport au titre qui baisse et qui, ça peut interpeller, effectivement. La deuxième question, c'est celle de Dr. Brahma qui demande si les tests post-response ont été faits sur le plasma ou sur le sang total, parce que d'après la littérature, le taux de positivité ou la sensibilité serait un peu plus faible sur le plasma, c'est bien ça? La spécificité. Et puis, Wopfaba qui demande si c'est le premier cas que vous avez ou si vous en avez d'autres. Donc, je vais vous donner la parole pour pouvoir apporter une réponse. Parfait. Merci, professeur. Donc, pour la première question par rapport aux valeurs test VIDAS, je n'ai pas la réponse, mais je suppose, j'ai remarqué. OK? Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur l'échantillon le plus positif, je voulais référer afin de faire une corrélation avec les tests rapides. Mais je sais aussi que la survie-VIDAS, c'est semi-quantitatif. C'est pas quantitatif. Donc, est-ce que ça pourrait expliquer ce taux qui n'est pas stable et qui chute légèrement? Je vais y répondre la prochaine fois, je pense. Ou laisser l'expert. Voilà. Pour la deuxième question, pour le 100 total, j'enchaîne ou? Enchaînez, allez-y. Ok. Pour la deuxième question, pour le 100 total, on s'est posé la même question. Je pense que vous l'avez fait sur 100 total parce qu'on vous avait envoyé un échantillon de 100 total de DTA et on a quand même eu un résultat négatif. Et chez nous, en interne, on l'a fait sur Plasma EDTA, en effet. Mais quand on a relaté la littérature et les notices des différents tests qu'on avait utilisés, ils nous disent que on a une... Alors, ça, c'est dans le test en lui-même, hein. C'est pas dans des articles qui ont été écrits, etc. On nous dit que on a 100% de spécificité et sensibilité, même pour le plasma. On a l'équivalent, que ce soit pour le sérum ou le plasma euh, en termes de sensibilité et de spécificité, parce qu'on est allé regarder ça également, nous, en interne. Donc ça, c'était pour la question. Vous, je ne sais pas si vous l'avez fait sur 100 total, mais je pense que c'est sur 100 total, puisqu'on vous avait envoyé du 100 total. Voilà. Et pour, est-ce que c'est notre premier cas? Oui, c'est notre premier cas de figure où on a des tests discordants, comme ça, entre les trois tests. D'habitude, les trois vont de pair. Soit tout est positif, soit tout est négatif. J'avoue. Dieu merci. Merci beaucoup. Merci pour ces réponses. Alors, nous, au niveau du laboratoire, on a travaillé sur le plasma. Donc, on a centrifugé et c'est ce qu'on a fait. Donc, alors, c'est vrai que par rapport à la question de WOPA, effectivement, la surveillance des tests, c'est quelque chose qu'on doit faire parce que le fabricant, il fabrique ses tests, il les commercialise. Il y a certes la préqualification de l'OMS, mais d'un lot à l'autre, c'est comme les médicaments. On peut avoir des problèmes au niveau des lots. Donc, est-ce que c'est ce qui se passe ici avec le first response? Parce que ce qui est clair, c'est que ce patient, il est bel et bien positif, il a une charge virale extrêmement élevée,
par deux tests différents. Et donc, ça pose effectivement le problème aujourd'hui de ce test qui est dans notre algorithme de diagnostic et qui est utilisé également dans beaucoup de pays de la sous-région. D'où l'intérêt, comme l'a suggéré Wopa, certainement de continuer la, la surveillance hein, des tests. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi les collègues. Alors, Cher Diao nous dit que il a raté la présentation. Cher, en fait, je ne vais pas tout refaire, hein, l'historique, mais c'est un patient qui est positif au OneFo, qui est positif sur Minividas et qui est négatif sur First Response dans trois labos différents. Hein. Donc, même chez nous ici, le First Response ne marche pas. Alors, il y a Hadim Dramé qui demande quel est le détail du premier résultat de VIDAS en termes d'antigènes et d'anticorps. Docteur Chérine, est-ce qu'avec le VIDAS, vous arrivez à faire la différence? Est-ce Non. qu'il vous donne le taux d'anticorps et d'antigènes? Je pense que non. Non, il donne pas un taux. Il est vraiment semi-quantitatif. Il donne une valeur test et non un taux. C'est là où je dis que je ne sais pas, est-ce que le fait que ce soit légèrement décroissant a un impact sur la corrélation avec le TDR? D'accord. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que tous les labos ont utilisé le même lot de First Response? Docteur Chérine, est-ce Non. que c'était pas le même lot? Non, nous en interne, oui. Toutes les fois, c'était le même lot. Oui. Mais chez vous, c'est un lot différent. Et le Meriscreen chez Bio24, c'était ni le même test, bon, de pair le même, ni le même lot. D'accord. Mais au moins, on sait que deux lots différents de First Response n'ont pas donné, en tout cas, un résultat, le résultat qui était attendu. Ouais. Donc, merci beaucoup, docteur Chérine. S'il n'y a pas d'autres questions au sein de la communauté, on va donner la parole à notre expert que j'ai oublié de présenter, mais on va lui demander de se présenter avant qu'il prenne la parole. Docteur Ousseynou. Merci beaucoup, professeur. Je pense que vous m'avez déjà présenté hein, toutes les sessions. Donc, moi, c'est le docteur Hussein Ndiaye. Je suis biologiste chercheur au niveau du CRC, le Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge clinique qui se trouve à l'hôpital FAN. Et j'ai également une casquette de, comment on appelle, assistant technique euh, national, international, surtout sur le renforcement du système de laboratoire. Merci, prof. Voilà, donc est-ce que vous avez, vous aussi, des questions de clarification par rapport à ce cas ou des, voilà. Oui, je commence d'abord par féliciter Dr. Chérina. Merci de nous avoir présenté ce cas-là qui est très intéressant et qui nous vient des laboratoires privés. Donc, c'est des structures pour lesquelles vraiment, pour cette plateforme ECO, on n'avait pas l'habitude de discuter avec eux. Même si je sais qu'au niveau du programme, il y a des initiatives qui sont prises pour voir qu'est-ce qui se fait au niveau de ces structures-là, qu'est-ce qui se fait au niveau de ces laboratoires privés, des rencontres ont été organisées, des ateliers pour voir comment on va faire pour qu'on peut harmoniser les activités qui sont réalisées. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a écouté Chérine et Dr. Chérine et on aimerait un peu quelques éclaircissements par rapport à l'algorithme qui est utilisé dans votre laboratoire. Je sais que vous utilisez le Wonderful, qui est un test de troisième génération, le BIDAS, qui est un test de quatrième génération, et le test qui pose problème de fausse réponse, qui est un test de troisième génération. Quel est l'ordre que vous avez utilisé pour un peu tester, parce qu'on a eu différents résultats? Et l'autre question, c'est par rapport aux prises d'essai que vous utilisez, que ce soit pour l'automate, mais également pour les tests rapides. Parce que également, ça peut influencer sur la qualité des résultats. Merci encore une fois pour cette belle présentation. Merci, docteur. Docteur Chérine, à vous, peut-être pour apporter quelques éléments de réponse. Et alors, dans la stratégie diagnostique, nous, on nous avait dit on fait one faux. Si négatif, on arrête. Si positif, on fait VIDAS. Si positif, on fait le test de discrimination. Nous, non. On fait systématiquement one faux VIDAS. Voilà, systématiquement, pour tous les patients, on fait le one faux, c'est plus rapide, et on lance sur VIDAS, que ce soit positif ou négatif. Auquel cas c'est positif, on fait ce qu'on a dit, on fait le test discriminatif. Et auquel cas on ne trouve pas de solution, on envoie chez le professeur Alima. Voilà.
Voilà la stratégie élargie. Et la deuxième question, alors prise d'essai, ça, Le j'ai pas volume, compris. le Le volume. volume, ah, ça, moi je suis en bas. La prise d'essai, je sais pas. Je laisse docteur Etienne à côté de moi répondre. Combien? Oui, 10 microlitres pour le TDR. Ok, 10 microlitres pour les TDR et pour le VIDAS, 250 microlitres comme les autres. Ok, entre 200 et 250 microlitres. d'accord. D'accord. Ah, Docteur Rousseau, vous avez d'autres questions? Non, je C'est pense bon? que c'est bon, ouais. C'est bon. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, on va demander, comme d'habitude, hein, aux membres de la communauté, après avoir écouté Docteur Chérine, les questions est-ce que vous avez des recommandations? Qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus? Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer le diagnostic? Déjà, moi, il y en a une qui me vient à l'esprit. Avant, Chérine, normalement, je suis pas supposée poser des questions, mais je suis une facilitatrice indisciplinée. Je suis en train de me demander si on n'aurait pas dû peut-être augmenter le volume sur la cassette de First Response. S'il vous reste un peu de tests, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait voir aussi. Au lieu de mettre 10 microlitres, mettre 20 microlitres et voir voilà, si il n'y a pas un effet de comment dire, de quantité d'anticorps. Parce qu'il y a des fois des phénomènes de zone. Est-ce qu'en augmentant un tout petit peu, on ne peut pas avoir un meilleur résultat? C'est quelque chose qui me vient comme ça à l'esprit. Et je ne sais pas. Est-ce que parmi les membres de la communauté, il n'y a pas d'autres recommandations que vous pourrez faire à Dr. Chérine? On a parlé de faire le dosage des CD4. Je pense que ça nous permettra de nous édifier. Recommandations. Alors, il y a une question, il y a une recommandation. C'était une question recommandation. C'est vraiment qu'on continue la surveillance de nos TDR parce que professeur Seynabou l'a dit, les tests de troisième génération, on ne doit vraiment pas les utiliser pour la transfusion sanguine parce qu'on peut passer à côté. Donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose, il faut qu'on fasse attention. J'aurais aimé que le programme soit connecté. Aujourd'hui, je ne les ai pas vus, mais vraiment, utiliser un test rapide de troisième génération pour une poche de sang, c'est très, très, très risqué. C'est très risqué. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont raté la présentation. Docteur Murtada, vous dites que vous êtes venu en retard. C'est difficile de refaire toute la présentation. Le BioLine a été utilisé au niveau de notre laboratoire et nous avons vu qu'il était positif. Donc, le BioLine a bien permis de faire la différence entre les deux. Alors, il y a une autre question de Tcherno Baldé. Est-ce que l'équipement qui a fourni le résultat négatif est souvent calibré par rapport à la quantité du sérum à uniformiser? Alors, ça, je pense qu'on peut régler ce problème-là parce que le test a été fait à Oud Rouge, le test a été fait à Bio24 et dans notre laboratoire. Et voilà, ce sont des laboratoires qui sont dans une démarche qualité. Donc, je pense que par rapport au- à la calibration des pipettes, on peut se rassurer. Il n'y a pas de recommandation? moi, j'ai une question. Oui, allez-y, chérie, docteur. Ce matin, je demandais à ce qu'on vérifie les 3 TDR recherchaient quoi? Donc, pour le premier, le first response, c'est l'anticorps anti-GP41 pour le HIV1 et anticorps GP36 pour le HIV2. Mhm. Pour le Meriscreen, on n'a pas réussi à trouver. Bon, j'imagine que c'est la même chose. Et pour le BioLine, on a vu un article disant que pour le HIV1, il recherchait aussi bien l'anticorps anti-GP41 que la P24. Donc, je ne sais pas si c'est réel, mais j'aurais souhaité savoir parce que ça pourrait être éventuellement une des raisons pour lesquelles ben, tous les Ça, autres c'est sont négatifs. S'il y a d'autres labos qui ont d'autres tests de discrimination, on est preneur, hein. On peut faire le test sur plein de TDR au Merci jugé. beaucoup. Je pense que c'est des questions pertinentes. On va peut-être laisser Dr Ousseynou revenir là-dessus. L'histoire de la P24 sur Bioline, on en a discuté, mais on va y revenir. On va y revenir. Donc, s'il n'y a pas de recommandations dans la communauté, je ne sais pas, aujourd'hui vous êtes timide, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je n'entends personne. Biral, ça.
Où sont mes gars qui utilisent les TDR là? Hein? Cher Diao, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous aurez fait? Personne n'a posé le problème. Est-ce que les tests ont été bien conservés? Parce qu'on a dit la péremption est bonne. Mais voilà. Est-ce qu'on les a bien conservés? Est-ce que, voilà. Je Ça va vois bien. pas de nom. Serine Murtada. Docteur Murtada. C'est Cher, allez. Euh, bonsoir, professeur. Bonsoir je retrouve mon ancienne patronne, docteur Sérine. On a travaillé ensemble au laboratoire Rouge. Bon, OK. malheureusement, j'ai raté le début de la présentation. Bonjour à tous. En Bon. fait, j'avais juste une recommandation. Est-ce que le test, les nouveaux lots de tests ont fait l'objet d'une validation, d'une contrôle interne? Ah, Ouais, bonne parce que question. dans les laboratoires, parfois, on a des aliquots de VIH, de charge virale. Donc, à chaque fois qu'on reçoit un nouveau lot de tests, donc il est préférable de procéder à la validation interne du test, parce que d'habitude, les tests rapides ne viennent pas avec des contrôles internes. Donc, on Mhm. prend souvent, même avec les antigènes HBS, c'est ça qu'on fait. Si on a des charges virales qui sont gardées, quand on ouvre un nouveau lot de tests, on prend les charges virales les échantillons qui doivent faire l'objet de charges virales pour valider ces tests-là avant de continuer. Donc, est-ce que à chaque fois qu'on ouvre un nouveau lot de tests, est-ce que ces tests-là ont fait l'objet d'une validation interne au niveau du laboratoire? Merci beaucoup, Murtada, pour cette question, recommandation. On va donner la parole à Gagne Siri Cherfal de Bignona, ancienne présentatrice de cas qu'on n'a plus entendue depuis. Gagne Siri. Bonjour, professeur. Bonjour Gagne Siri, comment tu Et vas? ça va, bonjour la communauté. J'espère que vous allez bien. Oui, je confirme, la communauté va très bien. C'est toi qui nous manques. Je suis là, des fois, je suis hyper débordée. C'est pourquoi je me connecte très rarement maintenant. D'accord. Alors, Par rapport- recommandation. Moi, j'ai juste une recommandation par rapport aux fausses réponses parce que nous, on a eu à avoir ces genres de cas et je vous en avais parlé une fois. Par rapport à la positivité des cas de fausse réponse, on avait des cas où on avait one faux positif, BioLine positif et fausse réponse qui ne sortaient pas. Mais quand on a commencé à augmenter un peu le volume du patient, on a eu à avoir des cas qui sortaient beaucoup plus clairement. Voilà, on mettait plus, au lieu de 10, on mettait 20. Maintenant, entre-temps aussi, on avait des cassettes d'un autre test qui nous permettaient aussi de confirmer encore. Mais quand on a eu à faire 20 microlitres, on a eu de meilleurs résultats. Merci beaucoup, Gaëtiri, pour cette très belle recommandation. Je pense on va noter ça. Docteur Cher Diao. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, professeur. Bonjour. Ça fait un moment que j'ai pas participé moi aussi hein, aux Mhm. séances d'écho. Voilà, c'était juste comme Gansiri l'a dit. Hein. Souvent, on est un peu débordé et de ce fait, on oublie même les séances et l'heure. Voilà. Et moi, je voulais juste dire, c'était par rapport à ce que Murtada disait tout à l'heure. Est-ce que vous avez pensé aussi, quand le cas est venu, est-ce que vous avez pensé à prendre des patients qui étaient positifs, suivis, et de tester ces gens-là avec le lot de fausses réponses pour vérifier, est-ce que, pour avoir une idée par rapport aux échantillons qui sont déjà connus. Voilà, c'est ça, c'est la réaction que je voulais dire. Et merci beaucoup à tout le monde encore. Merci à Merci, docteur pour la présentation. Merci. merci, cher. Là, c'est le grand maître, Docteur Edgar Adam Makondo. Edgar. Ça, c'est Alors, mon patron. C'est mon patron. Non, Edgar, il faut qu'on voit ton visage, pardon. Ouvre la caméra. Comme ça, les gens sauront d'où est-ce que je. Voilà. Hein, c'est lui, c'est mon deuxième patron après Kairé. Docteur Edgar. oui, alors, excusez-moi, juste je libère une urgence, un biopsie simple de l'estomac, Fait de belles biopsie choses à simple Bio de 24. l'estomac, Hein. C'est un grand avertir chercheur. Faut pas si le voir comme ça. Hein. non histochimie du tube digestif.
C'est mon deuxième papa, hein. Ah, ben voilà. Donc, on C'est est deux. pas scientifique. Ok. Alors, donc, bonjour à toute la communauté. J'ai eu un peu du mal à paramétrer mon compte là, donc c'est pour ça que j'ai pris la formation en cours. Mais bon, à entendre les autres, la formation, la présentation a été superbe. Donc, euh, je suis fier de ça. Alors, c'était pour répondre à certaines interpellations. Vérifier le lot d'un test rapide. C'est compliqué parce que c'est pas le fait d'avoir un positif qui constitue un bon contrôle. Il faut avoir des bons panels. Et ça, c'est pas tout le monde qui en dispose de ces panels-là. Vous voyez, par exemple, quand vous voyez cette situation-là, on peut s'imaginer qu'on est au début à la fin de la fenêtre immunologique. Donc, peut-être le taux d'anticorps est faible. Certains tests peu sensibles que d'autres vont peut-être pas apparaître. Donc, c'est pas le fait d'avoir un ancien test positif. Vous pouvez avoir un ancien test positif, il est positif, vous validez, alors que peut-être si on a des bons panels avec des degrés de concentration d'anticorps, on peut mieux apprécier. Donc, le test qu'on a là, nous, on a eu, par exemple, le nôtre. Le fournisseur je lui ai demandé si c'était validé. Il dit, bon, c'était validé par l'Institut Pasteur. Mais nous, comme c'est un test discriminatif, donc on a le screening qui est très sensible. Donc, on n'a pas peur de passer à côté d'un positif. Alors, donc on s'imagine un peu si on est vers la fin de la fenêtre immunologique. D'accord? Donc, les anticorps vont commencer à passer. Là, ça va dépendre des degrés de sensibilité de tous les tests. Donc, tu vas avoir le plus sensible, il va le sortir. Le moins sensible, il ne va pas le sortir. Donc, ça ne suffit pas d'avoir des sérums positifs, mais les centres de référence, comme le centre du professeur Alima, peut avoir ce genre de sérum-là. Par exemple, ce sérum-là, il peut être inclus dans les panels. D'accord? Mais après, il faut en avoir un autre où il y a beaucoup de tests qui n'arrivent pas à le détecter, mais il y a certains tests qui arrivent à le détecter. La charge virale est élevée. Donc, sûrement, on est presque au début de l'infection, là où il y a pas encore une bonne réponse immunitaire. Et donc, les réponses vont commencer à sortir. Et quand la réponse sortira, on verra que la charge virale va baisser et puis se normaliser. Donc, ça, c'est un premier aspect. Constituer un panel, c'est pas facile. Je parle sous le contrôle du professeur Alima. Je pense qu'il y a des panels qui sont bien conçus et qui vont permettre, qui ont plusieurs degrés de concentration et qui vont permettre de mieux apprécier les lots des réactifs. L'autre chose, c'est par rapport à ceux qui ont eu des discordances avec les fausses réponses. Est-ce que vous avez fait des messages, des alertes ascendantes de réactovigilance? Parce qu'un test qui a été validé avec un volume, si vous voulez changer le volume, ce n'est plus une vérification, vous allez faire une validation. Et ça va vous prendre, il faut beaucoup de sérum pour pouvoir le faire. Donc, vous ne pouvez pas juste comme ça, vous dites on passe à 20 microlitres et ensuite vous validez. Je pense qu'il faut informer le fournisseur, reporter les cas et ensuite le fournisseur peut retravailler pour voir si le volume ne pose pas problème dans certains cas de concentration. Ça, c'est de un. De deux, c'est arrivé dans combien de cas? Parce qu'un seul cas, on prend un seul cas et on lance comme ça pour changer de procédure. Souvent, ce n'est pas suffisant. Donc, voilà, c'est quelques remarques que j'avais à apporter. Merci beaucoup, docteur Macondo, pour ces précisions. Vous avez tout à fait raison. Normalement, les lots, quand ils arrivent, avant qu'ils soient libérés, devraient faire l'objet de vérification. Mais nous avons toujours demandé, dans le cadre de la qualité, que les, euh, les biologistes, lorsqu'ils reçoivent de nouveaux lots de réactifs dans leur laboratoire, qu'ils fassent cette validation des nouveaux lots en utilisant voilà, 3, 4 échantillons déjà connus. Ça leur permet de se rassurer. Mais vous avez raison, normalement, la validation première, elle doit se faire au niveau des labos de référence avant que les réactifs ne soient libérés. Malheureusement, notre système n'est pas aussi bien organisé et il y a des lots voilà, qui circulent. Des fois, on n'est même pas informé. Ensuite, il y a aussi que les voies d'acquisition ne sont pas les mêmes. Parce que nous faisons peut-être la validation des lots pour ce qui va dans le public, mais j'imagine que Dr. Chérine a acheté directement chez le fournisseur, etc. Donc, tout ça, ce sont des choses, en tout cas, je pense qu'il faut quand même qu'on retienne comme recommandation. Et je vais donner la parole à notre expert
qui va peut nous faire la synthèse des recommandations. Docteur Ousseynou. Merci, professeur. Je pense qu'il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été fournies par le panel des participants, et notamment par le professeur Alimatou. Donc, on peut faire le récap des, des recommandations. Donc, je pense que la première recommandation qui nous vient du professeur Alimatou qui consistait à vérifier augmenter du moins le volume de prise d'essai, de passer de 10 à 20 microlitres, un peu pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème avec le volume. Donc, je pense que le docteur Edgar est revenu sur ça, mais je pense que c'est des procédures qu'on peut mettre en place et quand on a des changements comme ce qui a été décrit par Gansiri et par Cheikh Diaw. Je pense qu'après, si on voit que quand on passe de 10 à 20, on obtient un autre résultat. Et là, on peut commencer vraiment à documenter ces cas qui ne sont pas conformes avec les procédures qui ont été proposées par cette réponse. Mais ça ne coûte rien vraiment de vérifier de passer de 10 à 20 microlitres. Je pense que le professeur également a parlé de la surveillance post-commercialisation qu'on doit faire. C'est de concert avec le programme, de voir à chaque fois qu'on reçoit les lots, une partie est envoyée au laboratoire de référence qui a un panel qui permet quand même de faire la vérification post-commercialisation. Il y a également la recommandation, je pense que ça a été également repris par Dr. Chirin, qui consistait à faire la confirmation à 14 jours. Euh, il y a une recommandation également du professeur Alimatou, mais ça va à l'encontre du professeur Seynaboulo pour ne pas utiliser le test Wonderful, qui est un test de troisième génération. Et je pense que même dans la note technique qui a été envoyée par la division, donc il a été recommandé pour les banques de sang d'utiliser le Determined Early Detect et de ne pas utiliser les Wonderful au niveau des banques de sang. Mais on comprend que la situation est un peu compliquée avec les ruptures, mais il est recommandé de ne pas l'utiliser sur les poches. Il y a le BioLine que Chérine a posé, je pense, sur la table. Donc, on a eu la discussion avec le professeur Alimatou parce que BioLine est en train de développer un test intégrant l'antigène HBS, mais l'antigène P24 du moins, mais ce n'est pas encore commercialisé ni préqualifié par OMS. Je pense que c'est quelque chose qui est dans le circuit, mais ce n'est pas encore commercialisé. Et il y a également une recommandation qui vient de moi, je pense, pour adopter, en tout cas au niveau des structures privées, je ne sais pas s'ils ne peuvent pas utiliser l'algorithme national pour des raisons ou pour d'autres, mais il est recommandé quand même par l'OMS d'utiliser un algorithme à trois tests et en première intention d'utiliser les tests de quatrième génération s'ils sont disponibles. Donc, je sais qu'après, il y a l'enjeu commercial, le prix des tests qui sont là. C'est vrai que le Wonderful coûte moins cher que le Midas que vous utilisez, mais il est recommandé d'utiliser en première intention, si c'est disponible, les tests de quatrième génération. Il y a également professeur Murtada et Cheikh également qui sont revenus sur la validation en interne. C'est ce qu'on fait au niveau du programme. Lorsqu'on part en supervision, on recommande pour les bonnes pratiques, quand on reçoit un nouveau lot qui est indépendant de la validation post-commercialisation, d'utiliser deux positifs et un négatif. On les demande de garder des positifs et des négatifs qui permettent de s'assurer vraiment, en dehors même de la qualité du test, est-ce que entre le transport des prades, entre les districts et autres, qu'il n'y a pas eu de dégradation au niveau de ces tests-là. Je pense que j'ai fait en tout cas, le point sur les différentes recommandations qui ont été formulées, si je n'ai pas oublié quelque chose. Merci beaucoup, docteur Ousseynou. Je pense que, juste une précision, docteur Chérine, docteur Ousseynou va faire sa présentation. Mais le test rapide BioLine que nous avons utilisé est un test de troisième génération.
Donc, il y a peut-être un test qui est en train d'être développé, mais ce n'est pas encore arrivé, en tout cas au Sénégal. Alors, maintenant, nous allons donner la parole à revenir à l'expert pour qu'il nous fasse sa présentation plus didactique. Ok, tu peux partager? Professeur? Oui, docteur Non, Edgar. ouais, non, c'était juste pour dire que le tomate de Bioméré, c'est un test de quatrième génération, hein. Oui, c'est ça. OK. C'est ça. Donc, Le- ça peut être utilisé en screening parce qu'il oui, est très, très sensible, ouais. absolument, OK. absolument. Et que quand vous parlez de troisième génération, je comprends parce que les troisième générations sont beaucoup spécifiques. Et quand on améliore la spécificité, la sensibilité diminue. Donc, pour des banques de sens, c'est un peu compliqué. C'est exactement ça. Le problème, c'est que malheureusement, on a souvent, je pense que l'une des recommandations, aujourd'hui, on ne parle pas de banque de sang, mais pour les banques de sang, vraiment, c'est que tous les, toutes nos banques de sang devraient être dotées d'automates, hein, ou alors de TDR de quatrième génération. Et je pense que professeur Seynabou, essayez de voir avec les fournisseurs. Ils peuvent vous faire des mises à disposition et ça vous permettra de faire d'autres tests dessus. Mais vraiment, les banques de sang, utiliser le OneFlow, c'est pas du tout rassurant, comme vous l'avez dit. Alors, nous allons donner la parole à Dr. Ousseynou Ndiaye, qui va donc nous faire un peu le point de ces plateformes sérologiques. Dr. Ousseynou, vous avez la parole. Merci, professeur Alimatou. Donc, je vais faire un peu une présentation sur les plateformes sérologiques, les tests de quatrième génération qui sont disponibles et l'utilisation de l'algorithme de dépistage du VIH à trois tests comme recommandé par l'OMS. Donc, pour faire cette présentation, nous allons adopter le plan suivant avec un rappel sur les principes de base du dépistage, rappeler, rappeler les générations de tests qui sont disponibles, les plateformes sérologiques de quatrième génération, également revenir sur les tests rapides de quatrième génération qui sont disponibles dans le marché. Ensuite, nous allons vous parler un peu des recommandations de l'OMS sur l'algorithme A3S, les recommandations opérationnelles en 2025, revenir un peu sur la situation du Sénégal et des tests qui sont utilisés, et en dernier, parler de la variabilité individuelle des résultats qui sont discordants. Tu as 10 minutes, hein? Bon, je vais essayer de faire vite à, 15. à 10 minutes, 15. si je déborde en 15. Juste rappeler que le but du dépistage est d'identifier précocement les personnes vivant avec le VIH. Et la qualité attendue, c'est d'avoir des tests qui sont fiables, accessibles et qui nous permettent de confirmer les résultats. Et trois types de tests sont utilisés. Il y a le dépistage généralement qui est au niveau des laboratoires, mais également au niveau de la communauté. Il y a la confirmation qui est effectuée au niveau des laboratoires et la résolution des discordances généralement au niveau des laboratoires de référence, bien des laboratoires spécialisés. Donc là, on revient, comme on a parlé beaucoup de marqueurs, on revient sur un peu l'évolution, la cinétique des marqueurs, en rappelant, comme vous le savez, que c'est la biologie moléculaire qui vient en premier avec soit l'ADN ou l'ARN qui vient avant 2 semaines. Ensuite, on a l'antigène P24 qui apparaît à partir de 2 semaines. Et en dernier, environ vers 2, 3 à 4 semaines, on a l'apparition des anticorps à travers les IgG et les IgM. Slides. Là, sur cette slide, on a un peu fait l'évolution des tests en fonction des marqueurs qui sont utilisés. Pour rappeler que la première génération était les anticorps IgG. Et vous vous rappelez, on demandait de faire la confirmation 3 mois après, parce que la fenêtre sérologique allait jusqu'à 12 semaines. Ensuite, il y a les tests de deuxième génération, toujours avec les IgG, qui permettraient d'aller à 2 mois, de réduire jusqu'à 2 mois. Et lorsqu'on a commencé à détecter aussi bien les IgM et les IgG, qui sont les tests de troisième génération, la fenêtre sérologique a été réduite à 1 mois. Et l'avènement des tests de quatrième génération, c'est-à-dire l'antigène P24, a permis maintenant
de pouvoir disposer d'un résultat entre 2 et 3 semaines. Et sur le plan sérologique, la première technologie de quatrième génération qui est utilisée sont les tests ELISA. Après, bien entendu, la biologie moléculaire, à partir de 10 jours, on peut avoir des résultats qui sont positifs. Donc, les tests les plus performants, c'est-à-dire les tests ELISA immunoenzymatiques. Donc, mais c'est des tests qui sont adaptés dans des structures où l'électricité est disponible, où le laboratoire peut stocker à froid les échantillons, mais également les réactifs. Mais également, il faut disposer de personnel qualifié pour pouvoir faire le travail. Les matrices, c'est-à-dire les prélèvements qu'on peut utiliser, c'est soit du sérum, du plasma, du central, mais également les papiers buvables. Donc, en plus de cette plateforme sérologique, comme principe, il y a les tests immunoenzymatiques ou bien les tests à chimioluminescence qui sont utilisés, par exemple, par COBAS, les technologies COBAS avec le E411. Et comme autre plateforme qui est disponible pour la sérologie, nous avons l'architecte qui est fabriqué par Abbott et le troisième de Biomérieux qui a fait l'objet de cette présentation de Dr. Chérine, à savoir le VILAS. Donc, si on revient sur les avantages des plateformes sérologiques, c'est-à-dire c'est des plateformes qui sont vraiment hautement sensibles. Donc, ils ont une bonne sensibilité, une bonne spécificité et qui permettent de détecter précocement avec une période sérologique réduite entre 15 et 20 jours et qui sont vraiment adaptés pour des laboratoires qui ont des hauts débits. Donc, ils ont également quelques limites, mais c'est des limites liées vraiment au niveau des infrastructures. On a besoin également d'avoir du personnel qualifié. Et ça également nécessite un transport d'échantillons avec des rendus de résultats qui sont relativement longs. Donc, à côté des tests automatiques, on a un autre test de quatrième génération, mais qui est un test rapide, et qui est pour le moment le seul test rapide qui a été préqualifié par l'OMS, c'est-à-dire le test Determined Early Detect, qui permettent de combiner à la fois les anticorps et les antigènes, qui peut être utilisé au niveau des points de prestation. Et le résultat est rendu après 30 minutes. Et un peu les limites, les limites pour ce test, c'est à la détection qui est supérieure à celle de l'ELISA, mais également on a une faiblesse de détection de l'antigène P24 quand la virémie, c'est-à-dire la charge virale est basse, ou bien qu'il y a la présence des anticorps. Donc, à côté des tests de quatrième génération, à savoir les plateformes sérologiques et le détermine, nous avons les tests de troisième génération qui sont généralement utilisés dans les laboratoires comme test de discrimination, c'est-à-dire qui te permet de savoir si c'est du VIH1 ou bien du VIH2. Ce qui est recommandé au Sénégal, c'est le SD Bioline et le First Response. Donc, c'est des tests de troisième génération tout à l'heure qui permettent de discriminer le VIH1 du VIH2. On peut avoir le résultat entre 15 et 20 minutes. On peut utiliser aussi bien du sang total, du sérum que du plasma. Pour le Bioline, la sensibilité qui a été déclarée, en tout cas au niveau des fiches de préqualification de l'OMS, c'est à 99,8% pour le Bioline et à 100% pour le First Response. Et les spécificités également qui sont déclarées, c'est à 99,90% pour le Bioline et pour le First Response, c'est à 100%. Bien entendu, c'est des tests qui sont préqualifiés OMS et les coûts sont relativement faibles, qui sont inférieurs à $1. Donc, il y a également la possibilité d'utiliser des tests de confirmation qui sont vraiment dédiés à faire la confirmation quand on a des types de discordance, à savoir le genus qui est utilisé et fabriqué par Biorad, qui permet de détecter le VIH1 et le VIH2. Dire que également c'est un test de troisième génération, c'est pas un test de quatrième génération, avec des sensibilités de 100% et des spécificités
qui est à 97%. Donc, on peut utiliser du plasma et du sérum. Le résultat également est disponible au bout de 30 minutes. Et ce qui est recommandé, c'est généralement de l'utiliser dans les laboratoires de référence pour un peu lever ces cas de discordance et qui coûte également relativement cher, entre 15 et 20 dollars. Donc, qu'en est-il des recommandations de l'OMS sur l'utilisation des tests? Je pense que nous avons, durant beaucoup de sessions écho, parlé de ces diapositives avec les révolutions depuis 2019, des recommandations. On est avec en 2019 l'OMS vraiment qui a recommandé l'utilisation des trois tests, l'adoption de tests VIH, syphilis bio, mais également dernièrement, il y a en 2021, l'OMS maintenant qui demande de faire la vérification des algorithmes à trois tests qui sont utilisés dans les différents pays. Et l'OMS a fait la recommandation parce qu'il peut émerger des erreurs durant les tests de diagnostic. Et ces erreurs peuvent être évitables en utilisant vraiment des tests de qualité assurés. Utiliser la stratégie à trois tests avec une stratégie de test en série, de répéter le dépistage avant le début du traitement, mener des études de vérification, mais également de mettre en place un système d'assurance qualité solide. Donc, l'autre point, c'est lié au CPM. Diapositive, s'il te plaît. Donc, il faut dire que selon la prévalence des pays, il y a des algorithmes à deux tests quand la prévalence est supérieure à 5% et des algorithmes à trois tests quand la prévalence est inférieure à 5%. C'est le cas du Sénégal avec cette diapositive où on a montré également des modalités pour l'utilisation des différents cas et qui nous ramène à notre cas où on a vraiment deux résultats, les deux premiers qui sont positifs et le troisième qui est négatif, qui est vraiment un cas de discordance qui est confirmé. Et également, sur cette slide, on voit que l'OMS également recommande d'utiliser des tests de quatrième génération en première intention. Et quand on a des cas de discordance, de répéter le test 14 jours après. Donc, cette recommandation, c'est d'utiliser les tests de quatrième génération en première intention. Donc, il y a des recommandations opérationnelles que l'OMS a formulées en 2025, notamment avec la mise à jour des algorithmes nationaux. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore fait la mise à jour des algorithmes en intégrant aussi bien les autres tests, mais également les tests de quatrième génération si c'est disponible. De former le personnel sur le consentement, parce que dernièrement, il y avait des options de opt-in, opt-out, consentement présumé, consentement, etc. Donc là, l'OMS est vraiment revenu sur le fait qu'il faut faire le consentement, disposer, en tout cas d'assurer la confidentialité, le conseil des résultats corrects, etc. De piloter des études de vérification des nouveaux produits en contexte réel, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure avec la validation de l'algorithme, mais également les vérifications post-commercialisation, l'engagement des communautaires via les réseaux sociaux. Donc ça, c'est des recommandations surtout pour les services de dépistage et l'assurance qualité au niveau des soins et des traitements. Donc, on va revenir sur la situation du Sénégal qui est un peu complexe parce que diapositive, le Sénégal a adopté l'algorithme à trois tests depuis 2018, avant tout le monde en tout cas. Donc, avec un algorithme qui demande de faire un T1, si c'est négatif, on a un négatif, si c'est positif, on passe à un T2. Si le T2 est positif, on passe à un test de troisième, une deuxième confirmation et qui recommande quand le T1, le T2 sont positifs et que le T3 est négatif, de déclarer le résultat non concluant, de refaire le prélèvement dans 14 jours, ou bien d'envoyer vers les structures de référence, à savoir le LBD. Donc, il y a également, en tout cas, ils n'ont pas cité de
l'utilisation de tests spécifiques. Ils ont juste mentionné des tests de première intention en donnant les spécifications, c'est-à-dire pour la sensibilité du test de première intention, ça devrait être à 100% et la spécificité devrait être supérieure à 98%. Donc, entre-temps, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau des dossiers d'appel d'offres qui ont fait que l'algorithme initialement qui était le détermine, le BioLine et le Multisure a connu des évolutions et le détermine est maintenant remplacé par le Wonderful et puis le First Response remplace le Multisure. Mais il faut dire que cet algorithme n'a pas été vérifié. Donc, la présentation d'aujourd'hui a montré un peu la limite liée au fait que les algorithmes ne sont pas vérifiés, qui entraîne qu'on est dans des blocages où on n'arrive vraiment pas à conclure de façon formelle en se basant sur les trois tests. Et on est obligé d'utiliser des tests de biologie moléculaire pour confirmer qu'un patient est positif ou non, d'où la nécessité de revoir rapidement cet algorithme. Donc, on s'est un peu intéressé sur les causes possibles des discordances selon les recommandations de l'OMS qui sont publiées sur les services de dépistage. Et les causes possibles des tests des résultats discordants pouvaient être, je pense qu'on l'a beaucoup débattu, la fenêtre sérologique, si c'est une infection qui est récente, des réactivités qui pouvaient être faussement positives des deux premiers tests. Mais bon, après multiples tests et vérifications dans différents laboratoires, je pense que c'est une hypothèse vraiment qu'il faut écarter. Problème de qualité du troisième test, je pense que ça, il faut le poser également sur la table et en discuter. Mais également la variabilité individuelle qui est vraiment liée au fait qu'il y a des faibles productions dans le corps. Erreur de manipulation pouvait être également considérée comme cause de résultats discordants et également des conservations. Mais si on voit les laboratoires qui sont accrédités comme BioVerca, ainsi que LBB qui est dans les processus d'accréditation, je pense que c'est des hypothèses vraiment qu'on ne va pas adopter. Donc là, dans les recherches, j'ai fait un peu de vidéo pour voir la variabilité individuelle qu'est-ce que cela pouvait causer. Donc, certains individus ont une réponse immunitaire qui est plus lente ou bien plus faible pour l'infection à VIH et ça pouvait être lié à l'immunodépression. Je pense que dans les next steps, Dr. Chérine a prévu également de rechercher le CD4, le taux de CD4. Ça pouvait être des MVA, des maladies à VIH avancées, des infections, des enfants nés de mères séropositives, la co-infection avec l'hépatite tuberculeuse, le paludisme également peut être à l'origine de ça. Mais également des traitements utilisant des immunosuppresseurs ou bien des variants du VIH moins détectés. Donc, un système immunitaire qui est affaibli peut entraîner chez les personnes des productions d'anticorps qui sont retardées ou bien de faibles productions ou bien des cas atypiques. Et on peut, je pense, également classer dans notre cas d'aujourd'hui comme des cas atypiques où on n'arrive pas à détecter les anticorps. Et dans la littérature, il y a une étude également qui a été menée en France en 2024, dont l'objectif était d'évaluer la sensibilité de 9 tests rapides qui sont utilisés pour le dépistage en primo-infection. Et dans cette étude, le first response faisait partie des 9 tests qui étaient évalués et la sensibilité qui a été retrouvée était à 77%. Mais je rappelle que c'est en phase primo-infection et qui fait que, parce que si c'est en phase chronique, je pense que les fausses réponses sont performantes dans l'étude. Mais quand c'est en phase vraiment primo-infection, la sensibilité diminue jusqu'à 77%. Et si on est dans la fenêtre de séroconversion, la sensibilité également diminue jusqu'à 29%. Donc, cela reflète un peu des problèmes qu'on a causés liés à l'utilisation de ces tests-là, surtout quand on est dans des infections récentes
et que qu'on puisse utiliser des plateformes automatiques qui ont la P24 qui peuvent détecter et que les tests rapides qui ont seulement l'anticorps n'arrivent pas à détecter. Je pense que c'est des publications qui sont intéressantes et qui méritent la réflexion et la vérification de notre algorithme est, je pense, vraiment urgent pour vraiment revoir comment on va positionner les différents tests pour avoir un algorithme qui est vraiment meilleur. Donc là, on énumère par rapport aux recommandations de l'OMS quelques points à retenir, c'est-à-dire de euh, faire l'algorithme de dépistage doit être continuellement surveillé pour leur efficacité, pour relever tout éventuel effet indésirable lié aux tests qui ne sont pas conformes. Des données également doivent être collectées si on a des résultats non concluants. Je pense que c'est ce que le Dr Edgar disait tout à l'heure. Aussi bien des tests non concluants que des tests invalides doivent être documentés. Et l'OMS recommande pour les tests qu'on va utiliser que cette prévalence de tests invalides et non concluants ne dépasse pas 5%. Je pense qu'au Sénégal, on est encore aveugle par rapport à ces tests parce que, bon, comme mon laboratoire et les autres laboratoires, on ne reporte pas systématiquement ces cas. Mais c'est important pour les laboratoires qui utilisent des tests de pouvoir signaler, de pouvoir notifier les cas de résultats non concluants et des tests invalides. Également, de faire l'observation liée aux procédures avec ce qu'on disait tout à l'heure, la surveillance post-commercialisation. Je pense que ça également, il faut qu'on le formalise en désignant vraiment les laboratoires qui vont réaliser cette surveillance. L'exercice des algorithmes doit être également assuré par l'intermédiaire de la surveillance post-commercialisation. Donc, je m'en vais un peu conclure par rapport à cette présentation en disant que les tests de quatrième génération représentent une avancée majeure pour le diagnostic précoce, que le choix des plateformes sérologiques et des tests dépend vraiment des pays, parce que les tests de quatrième génération vraiment ont un coût, mais quand on voit la situation au niveau des banques de sang et autres, je pense qu'on gagnerait quand même à formuler des recommandations fortes qu'on puisse, à défaut d'avoir au niveau de chaque banque de sang des plateformes automatiques, au moins de disposer des tests de quatrième génération comme tests rapides. Mais également de pouvoir faire une stratégie commune adaptée au niveau des soins pour renforcer la couverture et la qualité des tests qui sont utilisés. Donc, la dernière slide, c'est un peu les références qu'on a utilisées pour un peu faire cette présentation. Merci, professeur. Aidez-moi à applaudir notre expert. Merci beaucoup, docteur Ousseynou, pour cette très, très belle présentation qui fait le point par rapport à l'utilisation des tests sérologiques, qu'il s'agisse d'automates, mais également des tests rapides, les algorithmes, euh, les TDR, en tout cas les différentes générations de tests, mais également comment est-ce que ces algorithmes doivent être, euh, comment les tests doivent être agencés dans l'algorithme, et tout ça en vous basant sur les recommandations de l'OMS. Mais vous vous êtes pas arrêté là, vous avez également recherché des articles, en particulier celui de 2024. Donc vraiment une présentation extrêmement actuelle et qui nous édifie. Donc, je pense que, je ne sais pas si vous avez des questions. Docteur Chérine, est-ce que la présentation de Docteur Ousseynou vous éclaire un peu plus? Est-ce qu'il y avait encore des zones d'ombre Non, par- elle m'éclaire très bien. Et je pense qu'on va essayer de suivre le patient dans les semaines suivantes pour avoir. Mais les hypothèses qu'on a établies, que le docteur a établies, sont les mêmes hypothèses qu'on a établies en interne. Donc ça nous conforte. Et on va essayer d'avoir les éléments de réponse de façon prospective. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir pris de votre temps pour venir partager avec nous ces moments d'échange pratique, mais hautement scientifique, parce que nous avons vu la démarche. Vraiment, vous avez creusé, vous avez essayé de comprendre ce cas.
Et je crois que c'est ça qui nous permet aussi, dans notre pratique quotidienne, de nous améliorer. Donc, je ne sais pas s'il y a... Oui, Gagne Siri, c'est une main levée ou bien c'est la souris? Ah, c'est la souris. Donc, il n'y a pas de main levée. En tout cas, moi, j'aimerais vraiment remercier toute la communauté, Docteur Chérine et toute son équipe, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges pour comprendre, voilà, et faire les tests complémentaires. Vous remercier pour votre engagement. Remercier aussi Docteur Ousseynou Ndiaye qui a dû passer au moins une petite nuit blanche pour nous faire cette belle présentation. En tout cas, c'était très enrichissant, c'était très riche. C'est dommage qu'il n'y ait pas aujourd'hui la division de lutte contre le sida. Je pense que la prochaine fois, il faut qu'on les mette comme Ouais. experts. Il faut qu'ils soient là. Parce que ce qu'on dit entre nous, c'est bien, mais il y a des décisions qui nous dépassent un peu euh, par rapport notamment à la sécurité transfusionnelle. Il faut vraiment qu'on fasse des efforts pour mettre à disposition les tests qu'il faut dans les structures. En tout cas, merci beaucoup. Il est déjà 14h30. On va essayer de respecter le temps et voilà, vous remercier tous de vous être connectés. On était 77 aujourd'hui. Donc, à un moment donné, c'était allé jusqu'à 80. Voilà, il n'y a pas de questions, il n'y a que des félicitations pour Dr Ousseynou et Dr Chérine. Donc voilà, je vous remercie et on se dit à Dianké dans combien de temps? Dans 15 Dans le jours? cas de la Guinée-Conakry, non? Oui, oui, on attend le cas de la Guinée-Conakry, le cas de professeur Abiboussar de Ziguinchor, hein? Le cas de Kaolack. Voilà, il nous faut des cas pour faire vivre cette plateforme d'échange. Donc, on vous remercie et on vous dit à dans 15 jours. Merci, au revoir. Et bonne fête de Tamkharit. Faites attention au thierry, hein. Au revoir. Merci, docteur Merci. Chéri. Merci à vous, professeur. Merci, docteur Ousseynou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle mérite des applaudissements, hein, docteur Chéri. Merci. Merci, Allez, bonne fête. professeur. Merci Au beaucoup. revoir. Merci, docteur Ousseynou. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci. Merci à la Haïti, à Djanké. Merci. Merci beaucoup. Mais elle n'est pas visible là. Elle se cache. Elle se cache. Il faut qu'elle soit visible. Où est la caméra? C'est elle qui s'occupe. Ah, on ne te voit toujours pas. Et voilà, c'est elle qui a assuré. Merci. Merci beaucoup. Je pense que tu peux arrêter. On dirait. Mais bon, il va venir à maman.